Mesdames et messieurs, bienvenue sur la RTVS 1. Vous le savez, au cœur de la société nous amène partout où l'actualité l'oblige. Vous avez certes constaté qu'on n'est pas dans nos installations, on est un peu en déplacement parce que la question méritait d'être posée à un digne fils de ce pays. Il s'agit de M. Félicien Kindoula qui est analyste politique et socio-culturel indépendant. Il a accepté qu'on puisse décortiquer un peu tout ce qui se raconte et surtout qu'on ait ces analyses si profondes sur quelques questions d'actualité. Faudra-t-il finalement prendre une si forte décision d'attaquer le Rwanda ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut finalement mettre à nu cet accord secret entre le FCC et le CACH, peut-on dire entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi? Nous sommes à la fin de l'année, beaucoup de choses se passent au sein de la société congolaise. Voilà pourquoi nous sommes ici pour en parler avec M. Félicien Kindoula. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la RTVS 1. D'abord, nos meilleurs vœux en fait. Oui, merci beaucoup. Je présente aussi mes meilleurs vœux à toute l'équipe de RTVS 1 et au peuple congolais, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et nous pensons que cette année va nous apporter beaucoup de bonnes choses parce que nous sommes restés toujours dans la méditation depuis des décennies. Je pense que les choses pourront changer si Dieu le veut. C'est notre souhait que ça puisse changer. Et je pense que nous allons commencer à voir le lever du soleil dans ce pays. Alors, vous êtes analyste politique et socio-culturel comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais vous êtes quand même aussi un homme d'affaires. Est-ce que les festivités de fin d'année pèsent finalement? On apprend qu'il y a des sollicitations de gauche à droite et cela prouve la misère du peuple congolais. Nous pensions que cette fois-ci les choses allaient être différentes, mais malheureusement nous constatons que nous continuons toujours avec ces fêtes dans la méditation, comme je venais de le dire depuis des décennies. Et on est toujours dans la méditation, il n'y a rien qui a changé. Vous avez vu même la ville, elle n'a pas été décorée, ne fût-ce que la décoration pouvait peut-être apporter un peu de joie dans le cœur des gens. On est resté au point mort, on n'a pas vraiment bougé de notre rond-point. Et c'est ça qui montre qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir devant nous. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais tous on a crié à l'alternance pacifique. Ben écoutez, il y a des gens qui appellent ça alternance pacifique. Moi, je n'ai jamais appelé ça alternance pacifique. Parce vous appelez ça comment? Moi, j'ai dit qu'il y a eu passation de pouvoir. Et cette cérémonie, oui, peut-être on peut dire qu'elle était pacifique ces jours-là. Mais pour conquérir l'alternance, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et pour ne citer que Rossi Mukendi, qui était le coordonnateur du groupe des Amis de Kindoula, qu'on appelle les rassemblements des Amis de Kindoula, les RAC, et des jeunes gens que moi j'encadre, qui j'inculque la culture des valeurs cardinales, les valeurs de l'excellence et puis de la méritocratie. Les gens qui doivent demain nous remplacer pour que les choses changent dans ce pays où il y a trop de médiocrité. Rossi Mukendi a été le premier coordonnateur de ce groupe et il est mort jusqu'à le groupe était en train de prendre de l'ascenseur. Donc ces gens, Rossi Mukendi et les autres ne sont pas morts pour rien, c'était parce qu'ils réclamaient l'alternance.
on ne peut pas appeler cette alternance pacifique, dans la mesure où il y a eu des morts, il y a eu même des enfants dans des maternités qui ont été attaqués par ce qu'on appelle les gaz lacrymogènes. Et puis après, quand les politiciens se rencontrent, ils disent non, et ça a été l'alternance pacifique. Non, ça c'est vraiment falsifier l'histoire. Donc l'alternance, c'était l'alternance des ententes entre les politiciens. Ils se sont entendus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils ont mijoté entre eux, mais nous voyons les résultats qu'il n'y a pas quelque chose de bon. Donc on peut dire que ça a été une passation montée de toutes pièces en fait. Bon, ils se sont entendus, ils ont trouvé un compromis et nous attendions que ce compromis puisse quand même apporter plutôt quelque chose parce que c'est pas le compromis, ce n'est pas des négociations qui importent, ce qui importe c'est le résultat. Si le résultat est bon, quels que soient les moyens qu'ils ont utilisés, le peuple n'a pas besoin de chercher les moyens, le peuple regarde les résultats. Mais malheureusement, nous constatons que le résultat n'est pas aussi celui que nous attendions. C'est là le problème. Et bien, pourtant, vous avez toujours été pour le combat du fait Etienne Tshisekedi Omulumba. Est-ce que vous pensiez peut-être que son fils allait incarner cette lutte-là? Nous restons toujours les disciples d'Etienne Tshisekedi et des pères de l'indépendance. Parce que c'est là où nous pouvons puiser des valeurs, c'est là où nous pouvons prendre des modèles pour changer les choses dans ces pays. Mais nous ne voulons pas faire de comparaison avec les gens. Ce que nous demandons à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils puissent perpétuer plutôt ce combat et qu'ils puissent démontrer que si le pouvoir était entre les mains d'Etienne Tshisekedi, les choses changeraient en un jour. On sentait déjà les premiers jours que les choses ont changé. Vous avez vu, il a été seulement élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Vous avez vu ce qui était arrivé au pays. Les choses ont bougé et en un jour, les mentalités ont commencé à changer. Et c'est ce que nous souhaiterions, mais qui n'est pas arrivé. Et nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire et que peut-être on pourra changer de fusil d'épaule. Finalement, ce qu'il faut, c'est séparer Félix de Joseph Kabila pour que les choses aillent mieux. Bon, ce n'est pas tellement la solution parce que Joseph Kabila, Félix, c'est tout le monde qui sont de part et d'autre, ils sont des Congolais. Et moi je pense que ce qu'il faut demander, c'est une prise de conscience à tout le monde. Il faut leur demander le patriotisme, l'amour de ce pays. Et là où ils sont, ils ne doivent pas se battre pour leurs intérêts. Ils se sont déjà battus beaucoup pour eux-mêmes, qui se battent maintenant pour la nation et pour le peuple congolais. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait une classe politique qui ne vit que pour son ventre, et qui ne se batte que pour son ventre. Donc ils ne peuvent pas vraiment se battre pour que ce pays soit comme les autres pays où nous aimons aller vivre et où aller comment investir. Et alors que ce pays, il fait beau vivre, et si il y a tout ici pour qu'il y ait la vie, mais s'il y avait des hommes des politiques qui changeaient en hommes d'État, et qui voulaient vraiment changer les choses, ils peuvent le faire. C'est un problème de volonté politique. Donc nous autres, nous faisons tout pour les appeler au patriotisme et à l'amour de la patrie et à la conscience collective pour que les choses changent pour l'intérêt général. Mais nous ne cherchons pas à séparer qui que ce soit de qui que ce soit. Peut-être l'intervention du président de la République devant le Congrès ne vous a-t-elle pas rassuré? Bon, mais écoutez, le discours, il y en a toujours eu dans ce pays, vous savez. Mais ce que nous attendons, c'est la concrétisation, parce qu'il y a eu des discours, mais qui n'ont rien donné. Nous avons vu que c'était un beau discours. Il a presque parlé de tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Il a touché à tout, je vais dire,
presque tous les domaines de la vie plutôt nationale. Et maintenant, nous attendons la concrétisation. Heureusement qu'il a dit que l'année 2020, c'est l'année des actions. C'est à des pas, c'est demain là, les nouvelles ans, c'est demain. Donc, demain déjà, nous commençons avec les actions et nous allons voir ce que ça va donner. Et pour le moment, nous ne pouvons rien dire, mais au moins, nous venons de passer toute une année où on n'a pas compris exactement qu'est-ce qu'on a fait. Avant qu'on puisse parler de la situation dans l'Est du pays, est-ce que le fait que les ordonnances présidentielles du chef de l'État nommant de nouveaux mandateurs à la GECAMIN cachait finalement quelque chose? Parce qu'on parle de 200 millions de dollars et finalement encore plus de 130 quelques millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe à la GECAMIN? Mais c'est ça justement qui est en train de choquer un peu, qui est en train de faire croire aux gens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et quand vous parlez de l'alternance, et puis cette alternance qui commence à bloquer certaines choses, bloquer les ordonnances d'un président élu par le peuple congolais. C'est insupportable. On ne peut pas comprendre ça et personne ne peut expliquer cela. Comment est-ce possible? Et que les simples ministres qui bloquent et puis les choses ne bougent pas et puis ça donne matière à réflexion. Et quand vous parlez de 200 millions de dollars, de 15 millions de dollars, mais c'est tout cela qui étonne un peu parce que le président de la République est en train de battre campagne pour dire que son mandat il consacre son mandat à la lutte contre l'impunité, à la lutte contre la corruption, contre les antivaleurs, mais malheureusement on ne sent pas ça et on constate que les antivaleurs continuent, la corruption continue, l'impunité continue. Alors on ne comprend pas exactement si le président de la République est seul et tout le monde est resté en arrière ou bien le président de la République est en train de faire croire à la population, au peuple congolais qu'il y a quelque chose qui a changé, mais malheureusement nous ne le sentons pas. Ça risque de devenir des slogans et si ça devient des slogans, bon, nous sommes à la case départ parce que c'est tout ce que nous avons toujours entendu et tout ce que nous avons toujours vécu dans ce pays. Et c'est ça qui est dangereux. C'est dangereux, mais nous avons suivi dernièrement l'un des pasteurs de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, c'est l'évêque Pascal Mukuna qui est sorti de son silence et qui fustige finalement cet accord FCC-CACH. Mukuna est clair, cet accord bloque le fonctionnement des institutions, ça bloque le président de la République, ou soit on le dévale, ou soit on met fin à cet accord. Oh, écoutez, moi je pense que les pasteurs ils doivent un peu faire le mea culpa. Parce que quand les élections ont été bâclées et quand les gens n'ont pas compris comment on est arrivé là où on est arrivé avec ces accords-là, avec cette coalition-là, les pasteurs ont été en première ligne pour dire que c'est la volonté de Dieu et ils ont changé les mensonges en vérité et ils ont fait croire au peuple congolais que c'est la volonté de Dieu. Et juste une année, ils commencent déjà à se contredire. C'est ça qui est un problème dans ce pays. En fait, le problème de notre pays, c'est le problème de la médiocrité de la classe politique dans son ensemble, et puis même des dirigeants, de l'élite en général. Parce qu'ailleurs, vous trouvez qu'il y a quand même un groupe de gens qu'on appelle élite qui se distinguent. Il y a des leaders qui se distinguent de la masse, mais chez nous, tout le monde est confondu, on est dans cette médiocrité. Ceux qui font la politique, ils font la politique du ventre, chacun se bat pour son ventre. Et vous trouvez des hommes de Dieu qui devaient être des modèles, des gens qui n'ont rien à gagner dans la médiocrité, comment je vais dire, la politique de vente, mais malheureusement ils se battent et aussi comme tout le monde. Et ils acceptent même ce qu'ils ne peuvent pas accepter. Aujourd'hui, la vérité commence à rattraper tout le monde. Si on peut analyser un peu les termes employés par le pasteur, l'évêque Mukuna, est-ce que l'accord-là bloque le fonctionnement des institutions? Mais qui connaît cet accord-là? Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans cet accord.
Comment on peut savoir si ça bloque ou bien on applique cet accord-là à la lettre? Si l'accord dit que c'est comme ça que les choses devraient marcher, comment vous allez appeler ça bloqué? Et si l'accord ne le dit pas, mais qui connaît cet accord-là pour que nous puissions porter un jugement? Il fallait d'abord qu'on puisse nous montrer cet accord. Qu'est-ce qui est écrit dans cet accord? Et c'est ça qui est un problème. Justement, voilà pourquoi lui, il exige que ça soit rendu public. Oui, c'est bon d'exiger maintenant. Comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais au départ, on est mal parti. Et c'était les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont soutenu ces choses-là. Et aujourd'hui, voilà, du temps perdu pour le peuple congolais. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces hommes de Dieu-là qui se sont tus au lieu de dire la vérité? Ils ne devaient pas se taire parce que dans la parole de Dieu, il était dit quelque part que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Donc on ne peut pas se taire quand il s'agit de l'intérêt de son peuple, de l'intérêt de son pays. Ils n'ont pas le droit de se taire. Quand c'est le mensonge, il faut crier que c'est le mensonge. Il faut chercher la vérité jusqu'au bout. On ne doit pas être là en train de changer les mensonges en vérité, la vérité en mensonge. Et ça, ils sont des leaders d'opinion. Ils ont entraîné un grand nombre parmi le peuple congolais à croire à ce genre de choses au lieu d'exiger la vérité pour qu'on puisse corriger les choses et partir sur Vous êtes un analyste bon pas. politique. Selon vos analyses, est-ce que vous pensez que finalement Félix est libre de tout mouvement? Bon, Au regard des décisions... je ne sais pas si c'est nous qui devons lui dire qu'il est libre de tout mouvement, mais lui-même il dit qu'il est libre de tout mouvement. Mais ce que nous allons exiger, c'est de faire ce qu'il doit faire comme un homme qui est libre de tout mouvement. Parce que lui-même dit qu'il est libre de tout mouvement. De quel droit moi je dirais qu'il n'est pas libre de tout mouvement? Je ne peux pas dire le contraire de ce que le président de la République dit lui-même. Il est libre de tout mouvement. Mais ce que moi je peux lui demander en tant que peuple congolais, en tant que leader d'opinion, c'est qu'il fasse ce que le peuple a besoin parce qu'il est libre de tous ces mouvements. Et nous sommes là pour le soutenir, nous sommes derrière lui, le peuple congolais derrière lui, parce que vous savez que même le combat contre la vérité des urnes n'a pas vraiment connu beaucoup d'impact. C'est parce que le peuple a dit allons avec celui qui est là. Ça peut être la volonté de Dieu et voyons qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il est un opposant de grande taille, un opposant de longue date. Il n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Et c'est ça qui fait que le peuple soit derrière lui. Et comme il a les mains libres et comme il n'y a personne qui l'empêche d'avancer, qu'il fasse ce que le peuple demande. Voilà tout ce que nous pouvons demander. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on ait une autre transition afin que les choses redeviennent à la normale, comme ne cesse de l'écrire d'autres personnes? Et vous savez que tout est possible dans ce pays. Chaque fois qu'on a commis des erreurs, les politiciens ils sont là pour dire non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mais au bout du compte, ils arrivent à un point de blocage qui les oblige à revenir en arrière, à revenir sur ce qu'ils avaient refusé, ce qu'ils avaient proclamé tout haut, qu'on n'a pas de compte à rendre, on ne peut pas faire cela. Rappelez-vous du phénomène dialogue, quand le président honoraire avait demandé qu'il faut dialoguer et que le fait Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire avait accepté le dialogue. Tous les autres avaient dit non, pas question, mais on avait fini par ce dialogue-là. Et ça, c'est un modèle pour la classe politique congolaise. C'est-à-dire que tout est possible. Donc, demain, on peut entendre qu'il y a une transition qui est acceptée par tous. Alors, l'actualité aussi, c'est l'épineuse question de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nos frères sont tués. On parle de plus de 5 millions de morts. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger finalement qu'on attaque officiellement les Rwandais et pas aussi l'annexer. Ainsi disait Adolphe Muzito, l'un des leaders de la Mouka. Moi, je pense que ce que Adolphe Muzito a dit tout haut, vous, en tant que journaliste, vous l'avez déjà entendu.
partout où vous allez, de la bouche plutôt du peuple congolais. Chaque fois que nous avons été attaqués à l'Est par les milices qui viennent du Rwanda ou l'armée rwandaise directement, vous savez, l'épopée de M23, de Bosco Ntaganda, de ceci, cela, d'Nkunda Bantoire, etc. Cela. Ici à Kinshasa, peut-être aussi partout ailleurs, mais moi je parle de Kinshasa, c'est dans la bouche de tous les Kinois qu'on entendait dire qu'il faudra qu'on attaque les Rwandais, qu'on annexe les Rwandais, et nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts que les Rwandais ne peuvent pas s'amuser avec nous. Et d'ailleurs, vous avez vu sur Mobutu, tous ces petits pays, c'était non-province, les chefs venaient s'agenouiller devant Mobutu ici, même pour les anniversaires des enfants de Mobutu, ils étaient là, ils devaient venir avec les champagnes pour venir présenter au président fondateur et tout ça, qu'aujourd'hui ces gens-là aidés par les multinationales ou les occidentaux, ils viennent s'attaquer à un grand pays comme le nôtre, ils nous ont infiltrés, ils nous occupent, ils occupent le pays au vu aussi de tout le monde avec l'aide des hommes politiques congolais qui font la politique du ventre, et ça la population ne l'a jamais accepté. La population a toujours souhaité qu'il y ait justement guerre entre les Rwandais et les Congo, et ils ont toujours été sûrs que nous gagnons cette guerre. Mais en réalité aujourd'hui, à l'état où nous nous trouvons, que ce soit le peuple congolais, que ce soit le président Adolphe Mobutu, ils ont tort de penser que nous pouvons faire la guerre au Rwanda et gagner, parce que les Rwandais au Congo, les Rwandais occupent tous les instants et les instants de ces pays. Il est difficile d'aller faire la guerre au Rwanda, parce que ceux qui occupent ces fonctions, que ce soit dans l'armée, des autres fonctions, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, ils sont, comment je vais dire, redevables au Rwanda. Et je ne sais pas comment, qu'en ce moment ici, nous pouvons parler de ces problèmes-là. Donc vous estimez que ce n'est pas une bonne décision d'attaquer les Rwandais? Aujourd'hui, je pense... Aujourd'hui, je pense que ça sera pas notre avantage. Il faudra d'abord nettoyer la maison avant de penser à attaquer les Rwandais. Il faut chercher d'autres voies et moyens pour chercher comment on peut nettoyer la maison, comment on peut mettre de l'ordre à l'intérieur de la maison. Vous n'avez pas perdu de vue comment les Rwandais, avec l'arrivée de l'AFDEL, comment ils ont fait l'épuration dans l'armée, comment ils ont déclassé tous les militaires, comment je vais dire, les grands officiers formés par des grandes écoles militaires à travers le monde, et qui sont aujourd'hui retraités, et d'autres sont morts, les morts inexplicables et tout ça, parce qu'on voulait justement anéantir l'armée congolaise. Et cette armée aujourd'hui se trouve anéantie. Et donc ne nous lairons pas, parce qu'il faut regarder la vérité en face. Je ne crois pas qu'aujourd'hui nous sommes prêts à faire la guerre avec n'importe qui. Nous avons des problèmes à l'intérieur du pays. Nous devons d'abord mettre de l'ordre dans notre pays. Alors, ça va prendre du temps, et pendant ce temps, nos frères sont tués et nos sœurs sont violées. Bon, vous savez, ça c'est la volonté de l'homme, mais là c'est pas la volonté de Dieu. Avec Dieu tout est possible. Demain vous pouvez vous réveiller, Dieu fait sortir un Gédéon, une Jeanne d'Arc ou le gars qui a tué Goliath. On ne l'avait pas attendu en Israël, il est sorti de nulle part. Il est arrivé à mettre fin à la guerre. Comment il s'appelle encore? Le roi David. David est venu de nulle part. Et il n'était pas prévu dans la guerre, dans l'armée israélienne qui se battait avec les Philistins. Mais c'était lui qui avait fait gagner la guerre à Israël. Donc tout est possible et nous pouvons compter sur Dieu.
nous pouvons compter sur Dieu, une révolution peut arriver et ce que nous craignons peut être demain un petit problème à résoudre. Est-ce que nous visons le Rwanda ou bien derrière le Rwanda il y a les multinationales? Mais derrière le Rwanda, je viens de le dire, il y a les multinationales, il y a les Occidentaux qui sont là, qui soutiennent. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'il faut utiliser la diplomatie là? Bon, on doit continuer avec la diplomatie, on ne doit pas arrêter, mais si on constate que ça nous amène nulle part, moi je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule. En faisant quoi concrètement? Mais en faisant quoi? Mais justement, en conscientisant la population. Si la population aujourd'hui se prend en charge, c'est plus qu'une bombe. Et tiens, c'est ce qu'il nécessite de le dire, qu'on n'a pas besoin de chercher des armes sophistiquées, des armées sophistiquées avec la population qui prend conscience de sa situation. Et on peut tout faire, on peut tout gagner. Donc tout est possible, monsieur le journaliste. Justement, d'autres proposent, au lieu d'attaquer les Rwandais, Tshisekedi proposer une diplomatie et visiter tous ces pays frontaliers parmi les 9 qui nous entourent. Mais en attendant, on peut aussi refaire l'armée congolaise et s'attaquer ces pays sur le plan militaire, comme essaie de l'exiger la population congolaise. Ce qu'il est en train de faire là, la diplomatie, c'est une bonne chose. Il faut commencer par là. On ne doit pas refuser la diplomatie, mais si la diplomatie ne donne pas de résultats, on est obligé à trouver d'autres voies. Et d'autres voies, justement, c'est ça, c'est d'abord réorganiser l'armée et chercher un peu de nettoyer aussi l'armée là-dedans, parce qu'on peut trouver dans cette armée beaucoup d'éléments qui sont des Rwandais et vous ne pouvez pas aller attaquer les Rwandais avec l'armée rwandaise qui est au Congo. La population a exigé qu'on change la chaîne de commandement des FARDC, tout simplement parce qu'elle estime que tous ces gens-là sont corrompus. Les services de sécurité, on a des frontières presque inexistantes. Est-ce que c'est parmi les solutions? Oui, ça fait partie des solutions. C'est ce que j'étais en train de dire, que le président de la République doit commencer à mettre de l'ordre à l'intérieur du pays, en commençant par l'armée. Si réellement il a les mains libres, il doit revoir dans l'armée qui est qui doit occuper quelle fonction. Et quand on aura mis de l'ordre dans l'armée, on aura mis de l'ordre aussi dans la politique, parce que la politique influence l'armée. C'est à ce moment-là que nous pouvons penser et répondre au Rwanda ou à un autre pays frontalier qui vient nous attaquer par les armes. Mais avant ça, nous ne pouvons pas nous hasarder parce que nous sommes déjà infiltrés, nous sommes déjà piégés et nous ne savons pas qui occupe quelle fonction dans notre armée ou dans nos... Qu'on soulève la question de cette coalition. On est infiltré, c'est grâce au régime passé peut-être qui a facilité cette infiltration, mais ils sont encore là. Vous pensez que Félix aura les mains libres pour déboulonner tous ces gens-là? Mais il gère conjointement avec eux, c'est pratiquement une mission impossible alors. Il a déjà prononcé lui-même ces verbes-là, déboulonner, donc ce qu'il est capable de déboulonner. Attendons, 2020 c'est demain, si vraiment les choses ne pourront pas aller dans ce sens-là, s'il ne sera pas à mesure de faire ce qu'il a promis. Même la solution passe par là, on n'a pas d'autre choix. Est-ce que vous, les leaders d'opinion, vous n'avez pas une responsabilité dans cette situation? Vous devez aussi sensibiliser la population parce que la population vous croit. Mais nous faisons notre part, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Rossi Mukendi est mort à la paroisse Saint-Benoît ici. Et pourquoi il était là? Il n'est pas mort au palais du peuple, il n'est pas mort au palais de la nation, il n'est pas parti chercher le pouvoir là-bas. Il était à la paroisse là, et en train de manifester à la paroisse, c'est là qu'on est venu le tuer. Et beaucoup d'autres ont été tués de la même façon. C'est-à-dire que le peuple se prend en charge, mais malheureusement, il a une classe politique, il a une élite qui ne joue pas son rôle et qui n'est pas à sa place. Et nous travaillons pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'hommes d'État que
les politiciens de ventre qui sont là, je les appelle politiciens parce qu'ils se comportent exactement comme des chiens. Et c'est juste quand on leur jette un os, ils courent vers l'os et ils oublient l'essentiel. Donc voilà le travail que nous avons fait pour que nous puissions sauver le meuble dans ce pays. On nous dit toujours la population congolaise, le peuple congolais c'est un peuple naïf. Est-ce que vous y croyez aussi? Je ne crois pas que le peuple congolais soit un peuple naïf parce qu'il a prouvé à plusieurs égards que c'est un problème de leadership. Vous connaissez la date du 4 janvier, c'est dans quelques jours, ça sera le 4 janvier. Et comment même les Belges qui ont fait 80 ans au Congo n'a pas compris la réaction de ce peuple-là ces jours-là. Vous l'avez vu à plusieurs reprises ici avec le 16 février sous Mobutu. Vous avez vu avec les 18 ans du régime Kabila combien de fois le peuple est descendu dans la rue bravant la peur et combien de gens sont morts sous les balles. Donc, c'est-à-dire que le peuple, moi je ne peux pas croire que le peuple congolais soit naïf. Le peuple congolais aujourd'hui est en train de faire observer les nouveaux pouvoirs parce que celui qui est là n'est pas n'importe qui, c'est le fils d'un grand opposant. C'est un monsieur qui a aussi milité aux côtés de son père et c'est ça qui lui donne les bénéfices du doute et qui fait que le peuple soit en état d'observation. Il ne faut pas penser que le peuple est naïf. Alors vous avez toujours décrié le comportement des politiciens congolais. Mouzitou prend le courage de faire de telles déclarations. Quelques secondes après, Bemba et Katumbi se désolidarisent et pourtant tous forment la coalition politique Lamuka. Non, mais écoutez, vous croyez aux politiciens congolais, mais moi je ne crois pas, surtout à ceux de l'opposition. Ils sont plus médiocres d'ailleurs, je vous dis, plus médiocres que ceux qui sont du côté du FCC. Vous voyez combien il y avait comme leader de l'opposition. Vous voyez, vous les trouvez où aujourd'hui? Ils sont tous au FCC. Donc ce que le FCC est beaucoup plus stable que l'opposition. Donc le FCC a récupéré tout ce qui faisait des bruits à l'opposition, qui ont oublié même tout ce qu'ils disaient avant de traverser la rivière et se retrouver de l'autre rive. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont dit contre les autres. Donc, même dans la Moka là-bas, il n'y a rien de bon. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de bon. C'est toujours les politiciens congolais, c'est toujours l'opposition congolaise. Vous les verrez tous traverser demain et se retrouver dans les FCC. D'ailleurs, vous les avez vus tous courir au Rwanda, tout en étant à l'opposition. Vous les avez vus, vous allez chercher à embrasser Kagame au Rwanda. Donc tous ils sont à quelque sorte de sujet, tous ils sont redevables à Kagame et tout consort. Et c'est ça qui démontre donc la réaction que les politiques congolais ont fait à ce que, comment je vais dire, à la déclaration du président Mobutu, a démontré le degré de médiocrité de notre classe politique. Donc c'est que le peuple aujourd'hui doit commencer à comprendre qu'on ne peut pas compter sur ces politiciens. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient réagir de cette façon-là? Donc maintenant, le Rwanda lui-même n'a plus rien à faire parce que ce sont les politiciens congolais qui les défendent. Kagame n'a plus rien à faire. Les Rwandais peuvent se taire parce qu'ils ont des gens au Congo qui défendent leur position. Et c'est dangereux d'avoir des hommes comme ça. Et tous se battent pour leur ventre. Et le peuple ne peut pas compter sur qui que ce soit dans ce pays. Alors, les tout derniers points, parce qu'il nous reste quelques secondes, c'est qu'il a lancé le GS, c'est-à-dire la question de l'opposition, de l'élection du porte-parole de l'opposition. C'est une question purement parlementaire. Et quel profil envisagez-vous pour le futur président de la CENI en quelques minutes? On clôture l'émission. Écoutez, cette histoire de porte-parole de l'opposition, je crois ça, bon, écoutez, c'est maintenant, c'est constitutionnel et tout ça, mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Etienne Tshisekedi, de mémoire, a fait l'opposition à Mobutu Mobutu a fait 32 ans au pouvoir
mais il a fini par abdiguer et la démocratie s'est installée au Congo. Il n'était pas les porte-parole de l'opposition, il n'y en avait même pas un porte-parole de l'opposition. Je ne pense pas qu'on a besoin d'un porte-parole de l'opposition qui soit nommé, mais le porte-parole de l'opposition, il se distingue de tous les autres politiciens comme s'est distingué Étienne Tshisekedi. Mais ce n'est pas que par nomination, par ordonnance qu'on doit les trouver. C'est du n'importe quoi. Bon, vous parlez de la CENI. Je ne sais pas, la CENI a démontré qu'il n'y a que des médiocres au Congo, parce que nous avons commencé les élections en 2006, et nous sommes passés à 2011 et aujourd'hui 2018. Vous avez vu comment tous les responsables de la CENI se sont comportés. Ça signifie qu'il n'y a plus de médiocres dans notre pays, que des personnes excellentes et que des hommes de valeur. Donc si on prend au hasard quelqu'un, il y a beaucoup de chances qu'il soit un médiocre et qui viendra faire ce que les autres médiocres qui ont été là ont fait. Et c'est ça le danger. Donc battons-nous d'abord et pour que nous puissions avoir un peu plus d'hommes conscients de leurs responsabilités, puis des hommes qui aiment leur pays et qui sont patriotes, et faisons un effort pour diminuer la médiocrité au pays. Alors quand on va prendre même par hasard, on a beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un qui mérite d'être là pour défendre la nation et l'intérêt du peuple. En quelques secondes, que peut être votre dernier mot? Il nous faut des décisions impopulaires en quelques secondes parce qu'on a déjà fini. Mais écoutez, des décisions impopulaires, tant que ça va dans le sens de l'intérêt du peuple et l'intérêt de la nation, ceux qui dirigent doivent les prendre. Mais s'ils ne prennent pas de décisions impopulaires, donc ils ne peuvent pas construire une nation ou un pays où il fait beau vivre. Mais malheureusement, nous avons l'impression que tout le monde vient justement pour amadouer le peuple, mais après ça passe et il n'y a rien qui bouge. Mais nous demandons à ceux qui sont là, au président de la République qui est là, et qui se battent pour combattre la corruption, parce que c'est la corruption qui est à la base de tous ces maux que nous déplorons, et qui se battent réellement pour combattre les antivaleurs, en commençant par sa propre maison, c'est-à-dire en commençant par les cabinets du président de la République. Il y a trop d'antivaleurs là-bas. Et la corruption, ça part de là et tout ça. Et ce n'est pas un modèle. Et quand on sait qu'ils ont passé tout le temps à l'opposition à combattre justement ces antivaleurs-là, à combattre la corruption, et que maintenant qu'ils sont au pouvoir et que ça devienne un slogan, et ils doivent faire très attention à ça, et parce que les leaders de presse sont partis et semblaient être les derniers, comment je vais dire, les derniers espoirs du peuple congolais. Et si aujourd'hui ça se dissout comme du sel dans l'eau et que le peuple ne se retrouve pas, donc ça risque de faire croire à la population qu'il ne faut jamais compter sur les leaders politiques. Donc ils doivent faire très attention à cela. Sinon, les ennemis de ces pays vont dominer parce que le peuple sera découragé de suivre les leaders qui viendront après. Et c'est ça qui est un grand danger pour la République. Merci beaucoup à M. Félicien Kindoula. Je rappelle aux amis téléspectateurs que vous êtes analyste politique et socio-culturel indépendant. Vous militez souvent pour une classe politique responsable. Et vous militez également contre la médiocrité qui gangrène cette classe politique. Merci pour votre présence. Amis téléspectateurs, nous vous promettons un nouveau numéro qui va se consacrer exclusivement sur l'existence d'une communication qu'on appelle la communication, les communicateurs du changement. Ça sera la prochaine émission au cœur de la société. Et nous vous disons sincèrement merci pour tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde.